si le parti communiste veut survivre, Xi Jinping doit d'abord le discréditer, le mettre derrière lui. La République populaire de Chine se fragmente alors que les gens se débattent. Que vont faire les pays occidentaux? Que vont faire les États-Unis? Nous allons connaître 10 ou 20 ans de chaos. Quelle est la différence entre mondialisation et mondialisme et comment le communisme s'appuie-t-il sur une crise pour en déclencher une autre? Avec l'avènement du communisme en Chine, les traditions et l'ancienne culture ont été presque entièrement détruites. Une société dominée par l'athéisme, au sein de laquelle même les religieux doivent croire au parti avant toute chose. Cependant, Xi Jinping utilise parfois des expressions telles que « mandat du ciel » qui renvoient à la Chine ancienne. La forme esthétique superficielle de la culture traditionnelle chinoise est souvent récupérée par le régime pour nourrir une ferveur nationaliste. À côté de cela, la présence de Pékin est de plus en plus forte au sein des entités mondialisées et les discours qui promeuvent une gouvernance mondiale et un avenir en commun sont mis en avant par le régime chinois. NTD USA a interviewé Gregory Copley, président de l'Association internationale d'études stratégiques, pour aborder ces questions. Le mondialisme est une idéologie, tandis que la mondialisation est l'interaction des marchés à travers le monde. Il existe un lien entre les deux, car avec l'essor de la mondialisation, nous avons vu de l'harmonie s'installer dans le monde grâce au commerce international, au partage des ressources, etc. Mais le concept de mondialisme est en réalité celui d'une gouvernance transnationale. En d'autres termes, c'est l'abandon des diverses sociétés, c'est l'abandon de l'identité et de la souveraineté. Ce que nous observons avec tous les mouvements mondialistes totalitaires de l'histoire, en particulier le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, le communisme soviétique et le communisme chinois, etc., c'est qu'il s'agit de mouvements qui, pour survivre, dépendent d'une dynamique continue, de victoires successives sur d'autres pays et d'autres peuples, afin de continuer à les absorber. Et l'une des caractéristiques de ces mouvements totalitaires et mondialistes est que dès qu'ils commencent à vaciller et à s'essouffler, ils s'effondrent. Nous l'avons vu avec les fascistes italiens et les nazis allemands qui ont tous deux été vaincus militairement. Quant à l'Union soviétique, elle s'est essoufflée parce que son idéologie n'était pas soutenable. Elle est donc littéralement passée d'une crise à une autre, comme nous l'avons vu en Chine. Regardez, à la mort de Staline, la seule façon de relancer la société là-bas était que Khrouchtchev fasse son grand discours de 4 heures en février 1956, dans lequel il rejetait toute la responsabilité sur Staline, et en réalité utilisait cela comme excuse pour dire « à l'avenir, nous allons faire beaucoup mieux ». Et bien sûr, comme il n'avait aucune nouvelle idéologie, ni aucune nouvelle idée brillante à proposer, la société s'est finalement effondrée en 1990. Nous assistons aujourd'hui au même phénomène. En effet, en République populaire de Chine, Xi Jinping est arrivé au pouvoir en critiquant ses prédécesseurs et en affirmant qu'il allait rétablir la véritable philosophie marxiste-léniniste, maoïste. Or, tout comme les soviétiques, il s'est contenté d'appliquer des idées et des idéologies qui ne fonctionnaient pas. Nous avons maintenant atteint le stade terminal de la société chinoise. Donc, si le parti communiste veut survivre, Xi Jinping doit d'abord le discréditer, le mettre derrière lui, puis trouver une nouvelle approche pour relancer l'économie, la cohésion sociale et la loyauté de la population. Cela sera presque impossible à faire, comme pour l'Union soviétique. Ils vont littéralement devoir abandonner le communisme. La République populaire de Chine se fragmente alors que les gens se débattent. Que vont faire les pays occidentaux? Que vont faire les États-Unis? Que voulons-nous vraiment voir émerger de cette situation dans 10 ans, dans 20 ans? Car nous allons connaître 10 ou 20 ans de chaos. Pour M. Copley, la réputation d'une nation est fondamentale en géopolitique. Le prestige équivaut en grande partie à la dissuasion. Si vous jouissez d'un certain prestige, vous n'avez pas besoin de recourir à vos forces armées. Celles-ci doivent simplement paraître crédibles et être perçues comme capables d'agir. C'est ce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays ont très bien réussi à faire au cours des derniers siècles. Ils avaient la capacité de mettre à exécution leurs menaces et leurs promesses.
Vous entamez des négociations, les gens vous écoutent. Lorsque vous perdez votre prestige, la valeur de votre monnaie diminue. La menace que représentent vos forces armées diminue. Prenez les États-Unis. Au cours des 20 ou 30 dernières années, nous avons assisté à un déclin massif du prestige des États-Unis depuis le gouvernement de Ronald Reagan. Depuis que le président Trump a commencé à réaffirmer l'action des États-Unis, le pays a considérablement gagné en crédibilité. Ce n'est pas encore le cas en termes de prestige absolu, car le prestige se construit sur des décennies et des générations, mais les États-Unis sont au moins perçus comme étant agressifs dans la défense de leurs intérêts nationaux et dans la protection de leurs frontières, de leur monnaie et de leur capacité à projeter leur puissance dans le monde entier. Cela portera donc ses fruits. Ce que nous avons vu en République populaire de Chine est exactement le contraire. Au cours des 5-10 dernières années, le prestige de la monnaie chinoise, le yuan ou renminbi, s'est effondré. Nous avons assisté à un effondrement total de la crédibilité du gouvernement, car il dit une chose et en fait une autre. Il menace ses partenaires. Il ne s'appuie pas sur un prestige intrinsèque. Il intimide les gens pour qu'ils fassent ce qu'il veut.